la dame qui n'a jamais quitté le manoir. Une enquête de Miss Marple, chapitre. La cloche qui sonne à 3h30. Le village de Hollowmere baignait dans ce calme particulier de fin, septembre 1958, après la récolte, alors que les premiers frimas commençaient à se faire sentir depuis les marais. Les marronniers d'Inde qui bordaient le chemin laissaient tomber leurs coques luisantes sur le gravier, et Madame Thornbury, à la poste, se plaignait, comme chaque année, qu'un marronnier avait failli lui faire perdre son chapeau en passant dessus. Miss Jane Marple rendait visite à sa vieille amie Dorothy Vance depuis près de 15 jours lorsque la cloche de Saint-Crépin sonna à 3h30 ce mardi-là. Ce n'était pas le carillon ordinaire, ni le doux rappel des vêpres, ni l'appel clair à l'office du matin. C'était un son plus grave, plus solennel, de ceux qui interrompent même les enfants qui jouent sur la place du village. Ce sera le coup de grâce, dit Dorothy en levant les yeux de sa broderie. C'était une femme robuste et à l'aise de 72 ans, dont les lunettes de lecture glissaient sans cesse sur son nez et qui avait la fâcheuse tendance à perdre son dé à coudre dans les coussins. 3 coups, puis une pause. C'est ainsi que le révérend Atherley procède pour un décès. Miss Marple posa sa tasse de thé. « J'espère que ce n'est pas la pauvre Madame Pettigrew. Elle semblait si fragile au bazar de l'église. »« Madame Pettigrew nous survivra tous, » dit Dorothy d'un ton assuré. « Elle a déjà survécu à 3 médecins, à force d'obstination. Non, je parie que c'est le vieux monsieur Alpert, celui du chalet près du pont. Il est déprimé depuis le début de l'été. » Mais ce n'était ni Madame Pettigrew ni le vieux monsieur Alpert. La nouvelle parvint par le chemin, portée par le vélo du jeune Bertie Cleaves, l'apprenti boucher. Il pédalait si vite que sa casquette s'envola 2 fois avant d'atteindre le portail de Dorothy. Il sauta de son vélo et resta planté là, haletant, devant la porte, le visage rond et rougeau, les yeux brillants. « Madame Vance !»« Madame Vance, avez-vous entendu ?»« C'est Lady Asterley. On l'a retrouvée morte dans son salon. »« Morte sur le coup, » dit M. Bramwell, « et la police arrive de Marketwick. » Dorothy pâlit sous sa poudre. « Lady Asterley ? Mais elle. » « Mais elle ne quitte jamais le manoir. Elle n'a pas quitté Renford Manor depuis 9 ans. »« Eh bien, elle l'a quitté maintenant, » dit Bertie, avec la malheureuse insouciance de la jeunesse face à la tragédie. « Où elle le quittera quand ils l'emmèneront. »« Monsieur Bramwell m'a envoyé prévenir le révérend Atherley, et je me suis dit que je passerais vous le dire en rentrant, puisque vous la connaissiez autrefois. » Il s'éloigna à vélo, laissant les 2 vieilles dames se dévisager de part et d'autre du salon. 9 ans, dit enfin Dorothy d'une voix très douce. Pas depuis l'accident avec le pauvre Sir Henry. Elle ne voulait même plus faire un tour dans le jardin. Toute la maisonnée devait venir à elle. Le médecin, la couturière, le vicaire quand elle daignait le recevoir. Et maintenant, elle est morte dans son petit salon. Miss Marple plia sa serviette avec la précision méticuleuse d'une longue habitude. « Je crois, dit-elle, que j'aimerais beaucoup faire une promenade avant le thé. » Dorothy la comprenait parfaitement. Elles enfilèrent leurs gilets et leurs chaussures confortables, puis sortirent dans le chemin et se dirigèrent vers le haut mur de pierre qui entourait le manoir de Renford. C'était une maison curieuse, isolée du village par une allée sinueuse bordée de hêtres pourpres. Le mur, haut de plus de 2,50 m, était surmonté de tessons de verre scellés au mortier. Une précaution, disaient les villageois, que Lady Asterley elle-même avait exigée après la mort de Sir Henry. Les grilles en fer étaient ouvertes et une voiture de police noire était garée devant le perron. Un agent se tenait à côté, l'air mal à l'aise sous son casque. Miss Marple n'approcha pas le portail. Elle ne voulait pas paraître indiscrète. Elle s'arrêta plutôt à l'angle où le mur s'incurvait vers le potager et fit remarquer à Dorothy que le cotonéaster avait particulièrement bien poussé cette année-là. « Miss Marple, » dit une voix derrière eux. « Je me doutais bien que ça pouvait être vous. » Elle se retourna. Un homme maigre et buriné, d'une 50aine d'années peut-être, se tenait dans le porche, grand, avec des cheveux gris fer sous un chapeau mou et des yeux perçants dans un visage qui avait vu trop de choses tristes pour être surpris de plus. Miss Marple le reconnut aussitôt, bien qu'il ne se soit pas vu depuis plusieurs années. « Inspecteur Qued, »
dit-elle avec un plaisir sincère. « Je n'avais pas réalisé que vous aviez été muté à Marketwick. »« Il y a 6 mois, dit l'inspecteur, et voilà que je vous retrouve déjà à ma porte, pour ainsi dire, dès qu'il se trame quelque chose d'étrange. » Il jeta un coup d'œil à Dorothy, légèrement vexée d'être ignorée, et s'inclina poliment. « Madame Vance, n'est-ce pas? Veuillez m'excuser. Mademoiselle Marple, puis-je vous demander de franchir le portail un instant? J'aurais une question à vous poser, si cela ne vous dérange pas. » Miss Marple regarda Dorothy. « Oh, allez-y, dit Dorothy, qui savait qu'on la congédiait. Je vais aller à la poste et tout raconter à Madame Thornbury. Elle ne me le pardonnera jamais si elle l'apprend par quelqu'un d'autre avant. » C'est ainsi que Miss Marple, vêtue de son cardigan gris et coiffée de son élégant chapeau de feutre, franchit les grilles de Renford Manor et pénétra dans une demeure qui n'avait pas ouvert ses portes à un visiteur de passage depuis près de 10 ans. Chapitre 2. Une chambre vierge de toute présence. Le salon du matin à Renford Manor était une longue pièce au plafond bas, orientée à l'est, si bien que même en cet après-midi, elle conservait l'atmosphère brumeuse d'une pièce qui n'avait jamais vraiment pris conscience de son éveil. Miss Marple remarqua aussitôt que les rideaux étaient d'un épais velours vert mousse et qu'ils avaient été tirés de travers, comme si la servante avait été pressée. Il y avait un bureau près de la fenêtre, un piano droit contre le mur intérieur et plusieurs fauteuils en chintz délavés. Lady Esterley était assise dans l'un de ces fauteuils, la tête légèrement inclinée sur le côté comme si elle s'était simplement endormie. C'était une femme d'environ 65 ans, mince et très droite même après sa mort. Les cheveux gris soigneusement tirés en arrière et un collier de perles fines autour du cou. Ses mains reposaient l'une sur l'autre sur ses genoux. Sur la petite table à côté d'elle se trouvait une tasse, une soucoupe et un biscuit à moitié mangé. La tasse contenait à peine quelques centimètres de thé froid. « Le docteur Hemley est passé, » dit l'inspecteur Caird d'une voix calme. « Il refuse de s'exprimer avant l'autopsie, mais il m'a confié, entre nous, qu'il serait très surpris qu'il s'agisse d'une mort naturelle. »« Du poison ?» demanda Miss Marple. « Il le pense. Voyez-vous ses pupilles, et il y a, enfin, une certaine immobilité corporelle qui ne correspond pas à une crise cardiaque. Il soupçonne quelque chose dans son thé. » Miss Marple se pencha légèrement pour regarder la tasse. Elle ne la toucha pas. Lady Esterley a pris son thé seule. Toujours. Tous les après-midi à 3 heures. Personne n'avait le droit de la déranger entre 3 et 4 heures. C'était la règle de la maison. Le thé était apporté par la femme de chambre, Susan Coombs, et déposé sur cette table. Lady Esterley le servait elle-même. Et qui était dans la maison cet après-midi? L'inspecteur consulta son carnet. 5 personnes, outre son Altesse. Sa dame de compagnie, Mademoiselle Florence Beak, qui vit ici depuis 7 ans. Le neveu de son Altesse, M. Adrian Wessex, arrivé de Londres dimanche pour une courte visite. La gouvernante, Madame Pell. La femme de chambre, Susan Coombs. Et le jardinier, bien qu'il fût dehors à ce moment-là, en train de réparer les châssis derrière le potager. 5 personnes, dit Miss Marple d'un air pensif. Elle s'approcha un peu du bureau et ses yeux bleus, clairs, parcoururent sa surface. Le buvard, l'encrier d'argent. Un petit journal, relié cuir fermé. Une paire de lunettes de lecture soigneusement, pliées sur une lettre. Et personne n'a rien entendu. Absolument rien. Mademoiselle Beak était à la bibliothèque, en train de lire. Monsieur Wessex était à l'étage, dans sa chambre, en train d'écrire des lettres. Madame Pell était dans la cuisine avec Suzanne, en train de préparer la pâte pour le pain du lendemain. Personne n'a rien remarqué d'anormal avant que Suzanne ne rentre à 4 heures pour débarrasser, et ne trouve madame dans l'état où vous la voyez maintenant. Miss Marple hocha lentement la tête. « Inspecteur, pourquoi m'avez-vous fait venir ici ?» L'inspecteur hésita. C'était un homme peu enclin à l'embarras, mais une légère rougeur lui monta aux joues. « Parce que, mademoiselle Marple, lorsque j'étais sergente à Little Paddocks, vous vous en souvenez, j'ai appris qu'on voit des choses qui échappent aux autres, et parce qu'il y a quelque chose dans cette pièce qui me trouble, et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. » Miss Marple sourit un petit sourire discret.
C'est très gentil à vous de vous en souvenir. Voyons voir ce que nous pouvons voir. » Elle fit lentement le tour de la pièce, les mains gantées jointes devant elle. Elle s'arrêta devant le piano, sur lequel reposait une photographie sous cadre argenté. Un jeune homme souriant, en tenue de tennis. Elle s'arrêta devant le bureau et son regard s'attarda sur le journal intime, sans toutefois l'ouvrir. Elle s'arrêta à la fenêtre et contempla la pelouse où une grive sautillait. « Dites-moi, inspecteur, » dit-elle enfin. « Les portes de cette pièce, qui a les clés ?» Il n'y a qu'une seule clé conservée sur le trousseau personnel de Lady Asterley. Les portes ne sont pas verrouillées pendant la journée. N'importe qui dans la maison pourrait entrer. Et les fenêtres? Fermées, verrouillées de l'intérieur. Le docteur Emley les a examinées lui-même. Je vois. Miss Marple se tourna de nouveau vers le fauteuil où était assise Lady Asterley. Inspecteur, ce biscuit sur la soucoupe. À moitié mangé. Oui. Et le thé dans la tasse. Pas terminé. Oui. Elle mangeait alors un morceau de biscuit, but une partie de son thé et sentit soudain mal. Elle posa sa tasse. Peut-être voulait-elle sonner ou se lever de sa chaise. Mais elle ne le fit pas. Quoi qu'elle ait pris, l'effet fut immédiat. C'est ce que pense le docteur Emley. Miss Marple resta longtemps silencieuse. Puis elle dit, de sa voix douce et calme. « Inspecteur, ce qui vous inquiète dans cette pièce, c'est peut-être l'absence de fleurs. » L'inspecteur parut surpris. Il jeta un coup d'œil autour de lui. C'était vrai. Il n'y avait pas un seul vase, pas une seule fleur, dans cette pièce dont la maîtresse avait été célèbre autrefois pour son amour des fleurs. « Vous avez peut-être raison, » dit-il lentement. « Oui, c'est peut-être ça. » Miss Marple secoua doucement la tête. « Non, inspecteur, je ne crois pas que ce soit cela. Les fleurs ont peut-être simplement été oubliées aujourd'hui. Mais il y a autre chose. Quelque chose que je n'arrive pas à cerner. » Elle ne dit pas de quoi il s'agissait. Elle le faisait rarement dans ces moments-là. Elle remercia l'inspecteur, accepta sa promesse de passer la voir au cottage de Dorothy le lendemain matin, et redescendit l'allée entre les êtres pourpres, l'esprit très occupé. Chapitre 3. Lorsque Miss Marple arriva au bureau de poste, la moitié du village s'y était rassemblée sous un prétexte ou un autre. Madame Thornbury, qui tenait le bureau de poste et une petite épicerie, arborait ce teint rougeaud et triomphant si caractéristique des femmes qui se retrouvent soudainement au centre de l'attention. « Ah, Miss Marple !» s'écria-t-elle dès que la clochette au-dessus de la porte tinta. « Entrez, entrez. Madame Vance nous a dit. Oh, quelle terrible nouvelle. Lady Asterley, de toutes les personnes. Qui aurait pu lui vouloir du mal? »« Voilà, » dit Miss Marple en prenant place sur une chaise en bois près du comptoir, ce que l'inspecteur Kedd doit déterminer. « L'inspecteur Kedd » demanda le boucher, M. Cleaves, qui avait laissé sa boutique à son apprenti pour assister au conseil de guerre. « Est-il déjà là? Il est au manoir. » Un léger frisson parcourut la pièce. 8 ou 9 villageois étaient rassemblés là. Le révérend Atherley, l'air grave, l'institutrice, Mlle Pringle, Madame Thornbury elle-même, le boucher, le vieux Mess, Halpert, qui avait déjoué les prédictions de Dorothy, et était venu acheter un quart de thé. Le pharmacien, M. Drouet, et 2 ou 3 femmes dont Mademoiselle Marple ignorait encore le nom. « Eh bien, » dit Madame Thornbury en baissant la voix comme on le fait lorsqu'on transmet une information essentielle, « je vais vous dire ce que je sais. Et ce que je sais, je le tiens de Susan Coombs, elle-même, qui est venue ce matin même chercher un paquet d'amidon. » Tout le monde se pencha en avant. « Lady Asterley, dit Madame Thornbury, n'est plus la même depuis 3 mois. Suzanne dit qu'elle est devenue étrange, méfiante, et qu'elle a l'impression d'être surveillée. Elle fait verrouiller la porte de sa chambre la nuit, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Et c'est ce que Suzanne a mentionné de plus précis. La semaine dernière, Lady Asterley lui a dit qu'elle avait modifié son testament. « Je l'ai modifié, » dit Mlle Pringle. « Cela a été modifié le mercredi d'avant-dernier. Maître Felgat, l'avocat, est venu de Marketwick pour un rendez-vous spécial. Suzanne l'a fait entrer elle-même. Il est resté avec elle dans le salon pendant plus d'1 heure, et, lorsqu'il est sorti, elle avait l'air, enfin, d'après Suzanne, très pâle, et ses mains tremblaient. Et en faveur de qui le testament a-t-il été modifié?
demanda le boucher avec une curiosité sincère. Madame Thornbury s'autorisa un petit sourire important. Voilà, monsieur, Cleves, ce que personne dans ce village ne sait. Mais Suzanne peut nous dire une chose. Avant cette dernière modification, la majeure partie du domaine devait revenir au neveu de Lady Esterley, monsieur Adrian Wessex. Et le vendredi suivant la visite de monsieur Felgate, on a entendu mademoiselle Beak, la dame de compagnie, dire à sa majesté, d'une voix assez forte, « Vous ne pouvez pas me faire ça après 7 ans. » Un petit silence éloquent s'installa. « Mademoiselle Beak, dit le chimiste monsieur Druet d'une voix douce et prudente, a eu une vie très difficile. Elle était gouvernante avant d'accéder au titre de dame. Sa famille a tout perdu pendant la guerre. Je ne voudrais pas avoir de mauvaises pensées à son égard. »« Moi non plus, » dit le révérend contrarié. « Moi non plus. Il ne faut pas spéculer. Mais Miss Marple, assise tranquillement sur sa chaise en bois, était plongée dans ses pensées. Elle imaginait une tasse de thé presque vide, un biscuit à moitié mangé et un bureau sur lequel reposait un journal intime fermé. Elle pensait à une femme qui n'avait pas quitté sa maison depuis 9 ans et qui avait modifié son testament. « Madame Thornbury, dit-elle doucement, quelqu'un sait-il pourquoi Lady Esterley a refusé de quitter le manoir ?» La postière parut surprise par la question. « Oh, eh bien, après la mort de Sir Henry, elle ne fut plus jamais la même. Il est tombé de cheval, voyez-vous, sur le chemin de halage qui longe le bosquet. Une mauvaise chute. Il a vécu 3 jours, mais il n'a plus jamais parlé. Cela l'a complètement anéanti. Elle s'en est voulu. Pourquoi aurait-elle dû se blâmer? Les yeux de Madame Thornbury ont vacillé. Eh bien, je ne sais pas si je devrais le dire. Ce ne sont que des propos de village. Continuez à prier. On disait, dit Madame Thornbury, que Sir Henry et sa dame s'étaient disputés ce matin-là, violemment disputés. Il était parti en colère. Et c'est ainsi que, lorsqu'il fut tué. Je vois, dit Miss Marple. Et la querelle, en connaissait-on la cause? Cela, Miss Marple, n'a jamais été su. Il y avait des rumeurs, bien sûr. Il y en a toujours. Certains disaient que Madame avait été trop souvent vue à Londres à l'époque, avant la mort de Sir Henry. D'autres disaient qu'un jeune homme, un ami de la famille, venait assez souvent. Mais vous savez comment sont les ragots de village. Je n'y ai jamais cru moi-même. Bien sûr que non, répondit gravement Miss Marple. Le vieux M. Helpert, appuyé sur sa canne près de la porte, s'éclaircit la gorge. Je vais vous dire une chose à propos de Sir Henry, dit-il d'un ton lent et pensif. Je le connaissais depuis son enfance. Il avait un caractère colérique quand on le contrariait, mais c'était un homme juste et un excellent cavalier. Le meilleur cavalier de 3 comtés. Il n'y avait pas de cavalier dans tout le royaume moins susceptible d'être désarçonné par un vieux hongre tranquille sur un chemin qu'il connaissait par cœur. « Vous trouvez cela étrange, alors ?» demanda Miss Marple. « Sur le coup, j'ai trouvé ça bizarre. Le lendemain des funérailles, je suis allé moi-même au bosquet avec mon vieux chien. J'ai regardé un peu. Je n'ai rien dit à personne. Mais au pied de ce grand être où il est tombé, il y avait quelqu'un qui s'était tenu là, debout un bon moment. La terre était complètement piétinée. Le révérend Atherley, qui écoutait avec une angoisse croissante, leva ses mains maigres. « Mes amis, nous ne devons pas nous laisser aller à de vaines spéculations. La mort de Sir Henry était accidentelle. Le coroner l'a ainsi conclu. Nous ne rendons service à personne en ravivant de vieilles rancunes en un tel moment. »« Non, en effet, » répondit Miss Marple. Mais ses yeux bleus clairs étaient devenus pensifs. La conversation s'orienta, comme souvent dans ce genre de conversation, vers d'autres sujets. Le nouveau service de bus au départ de Market Week, la récolte des pommes, les risques de pluie avant, dimanche. Miss Marple resta assise en silence, les mains gantées posées sur ses genoux, absorbant tout. Lorsqu'elle se leva enfin pour partir, Mlle Pringle, l'institutrice, l'accompagna jusqu'à la porte. C'était une femme mince et pâle d'une 50aine d'années, au visage fin et intelligent, et aux yeux plutôt tristes. « Miss Marple, » dit-elle à voix basse, une fois hors de portée de voix des autres, « j'ai été la professeure de Suzanne Coombs à l'école du village. C'est une bonne fille, et une fille sensée. Si la police l'interroge, elle dira la vérité. Mais il y a une chose que je pense que vous devriez savoir.
Oui, Madame Pell, la gouvernante du manoir, a une grande emprise sur les domestiques. Elle a renvoyé 3 jeunes filles en 5 ans. Suzanne la craint. Si on lui pose une question en présence de Madame Pell, elle dira ce que cette dernière voudra bien lui faire dire. Je pensais que cela pourrait vous intéresser. Merci, mademoiselle Pringle. C'est très utile. L'institutrice hocha la tête une fois et s'éloigna dans la ruelle, les épaules fines voûtées contre le vent. Miss Marple remercia Madame Thornbury, acheta un petit paquet de sucre d'orge et sortit dans l'après-midi d'automne. Chapitre 4. Mademoiselle Beak à la fenêtre de la bibliothèque. L'inspecteur Cade rendit visite à Miss Marple le lendemain matin à 10 heures, comme promis, et la trouva dans le salon de Dorothy Vance, en train de tricoter une veste de lit bleu pâle pour sa petite nièce dans le Devonshire. Le docteur Emley a confirmé ses soupçons, dit l'inspecteur en acceptant une tasse de café. C'était du poison. De l'aconitine, très probablement, ce qu'on appelle l'aconie. Une petite quantité, mais suffisante. Aconitine, dit Miss Marple. C'est très intéressant. On la trouve bien sûr dans l'aconie commun. Aconitum napellus, une belle plante. Il y en a un beau massif dans la plate-bande de vivaces de Renford Manor, si je ne m'abuse. L'inspecteur la regarda d'un air sévère. Vous l'avez remarqué? J'ai longé le mur à maintes reprises ces 15 derniers jours. Impossible de le rater. De hautes flèches bleues, vous savez, qui ressemblent beaucoup à des delphiniums pour un œil non averti. Leurs racines sont particulièrement toxiques. Quelques grains suffisent à tuer un homme. Alors, toute personne présente dans la maison, toute personne ayant quelques connaissances en jardinage, ou un peu de curiosité, et un accès à une bonne herboristerie. L'inspecteur posa sa tasse. Mademoiselle Marple, je souhaiterais que vous m'accompagniez au manoir ce matin. Je dois interroger chaque membre de la maisonnée à tour de rôle. Vous pouvez vous asseoir dans un coin, si vous le voulez bien, et écouter. J'accorde une grande importance à votre jugement. Miss Marple hésita, mais seulement un instant. Si vous pensez que je ne vous gênerai pas. C'est ainsi que, une demi-heure plus tard, elle se retrouva à nouveau à l'intérieur de Renford Manor, cette fois dans la bibliothèque. Une longue et belle pièce aux étagères, montant jusqu'au plafond, et une grande baie vitrée donnant sur la pelouse. Elle s'assit dans un fauteuil d'angle, son tricot sur les genoux. La première à être amenée fut Mademoiselle Florence Beak, la dame de compagnie. C'était une femme d'une 40aine d'années, au visage pâle et étroit, et aux cheveux noirs tirés en arrière en un chignon strict. Ses yeux étaient très grands et très sombres, et elle avait la posture légèrement voûtée de quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie à lire à voix haute aux malades. Elle portait une robe noire et une petite broche en jet. « Veuillez vous asseoir, mademoiselle Beak, » dit l'inspecteur. Elle était assise bien droite au bord de sa chaise, les mains jointes sur les genoux. « Si j'ai bien compris, vous êtes la dame de compagnie de Lady Esterley depuis 7 ans. 7 ans et 4 mois. Parlez-moi de la matinée d'hier. » Mademoiselle Beak prit une longue inspiration. J'étais avec elle ce matin. Spectateur après le déjeuner, elle se retira dans son salon comme à son habitude, et je me rendis à la bibliothèque pour prendre des notes pour le bulletin paroissial. J'assistais, madame, à la rédaction d'un article sur l'histoire de la famille Esterley pour le Hollowmere Quarterly. Vous ne l'avez plus revu avant sa mort? Non. Je ne l'ai pas dérangé entre 3 et 4 heures. C'était son moment privé. Qu'as-tu fait pendant cette heure hier? J'étais ici, à la bibliothèque. Je lisais et j'écrivais. Seul. Avez-vous entendu quelqu'un entrer ou sortir de la salle du matin? J'ai entendu Suzanne apporter le plateau de thé à 3h05. Je l'ai entendu ressortir. Après cela, plus rien. L'inspecteur Qued consulta ses notes. Mademoiselle Beak, saviez-vous que Lady Esterley avait récemment modifié son testament? Une légère rougeur monta aux joues de Mademoiselle Beak. Je savais que M. Felgat était venu la voir. Vous ne connaissiez pas la nature de la modification? Je ne l'ai pas fait. Il a été suggéré qu'il y avait un désaccord entre vous et son Altesse à ce sujet. Les mains de Mademoiselle Beak se crispèrent sur ses genoux. Je ne parlerai pas de désaccord. J'étais bouleversé. J'avais espéré, du moins. C'est ce que son Altesse m'avait laissé entendre par le passé,
qu'elle subviendrait à mes besoins. Je suis célibataire, inspecteur. Je n'ai pas d'autre famille. J'aurais dû être, sans ressources à sa mort. Et le Nouveau Testament? J'avais des raisons de croire, que j'en avais été complètement exclu. Un bref silence s'installa. Miss Marple, dans son coin, ne leva pas les yeux de son tricot. Mais ses aiguilles s'étaient immobilisées une fraction de seconde. « Mademoiselle Beak, dit l'inspecteur, avez-vous des connaissances sur les plantes de ce jardin? » Et notamment sur l'aconie. Son compagnon leva les yeux sombres vers lui. « Je ne suis pas jardinier. »« Vous vivez ici depuis 7 ans. »« Oui. »« Vous reconnaîtriez l'acanthe au premier coup d'œil. »« Oui, Lady Asterley me l'a fait remarquer un jour. Elle a dit que c'était mortel. » Elle a dit. Miss Beak s'interrompit. Ses mains se mirent à trembler. « Oui. » Elle a dit qu'il ne fallait jamais laisser pousser une telle chose là où des enfants pourraient venir. Elle a dit que c'était son mari qui avait insisté pour la planter, et qu'elle avait souvent pensé à la faire arracher. « Merci, mademoiselle Beak. C'est tout pour le moment. » Elle se leva, inclina légèrement la tête et quitta la pièce. La porte se referma doucement derrière elle. L'inspecteur Cade regarda Miss Marple. « Eh bien, les aiguilles de Miss Marple reprirent leur doux cliquetis. « Elle est très effrayée, dit-elle. Mais cela ne signifie pas forcément ce que l'on pourrait supposer. » Chapitre 5. Le neveu de la ville, M. Adrian Wessex, avait une trentaine d'années, était grand et beau, d'une beauté un peu artificielle, comme ceux qui passent beaucoup de temps à contempler leur reflet. Il portait un costume londonien gris anthracite, une cravate en satin couleur perle et un petit bouton de manchette en émail en forme de renard. Il entra dans la bibliothèque d'un pas assuré, comme un homme parfaitement à son aise, jeta un coup d'œil autour de lui et s'assit dans le fauteuil que Mlle Beak venait de quitter. « Inspecteur, comment puis-je vous aider? Vous êtes arrivé de Londres dimanche. »« Oui, dimanche après-midi. J'ai pris le train de 16h15 à Liverpool Street. »« Dans quel but ?» M. Wessex esquissa un sourire. « Ma tante m'avait écrit la semaine précédente pour me demander de venir. Je suis son seul neveu, inspecteur. Mes visites étaient, disons, pas aussi fréquentes que ma tante l'aurait souhaité. Je venais quand je le pouvais. A-t-elle indiqué le motif de sa convocation? Pas précisément. Elle a écrit qu'elle souhaitait aborder un sujet. J'ai supposé qu'il s'agissait d'une question financière. Ces affaires n'ont jamais été, disons, simples. Avez-vous discuté de cette question avec elle depuis votre arrivée? Nous avions parlé dimanche soir et lundi matin. Hier après-midi, je n'en avais pas encore eu l'occasion. Ma tante suivait scrupuleusement ses habitudes. Quel était le contenu de vos conversations précédentes? M. Wessex hésita. Il sortit un étui à cigarette en argent, l'ouvrit, puis, se reprenant, le referma. Ma tante souhaitait m'informer qu'elle avait modifié son testament. En votre faveur ou contre vous? Cela dépend du point de vue, inspecteur. Un léger sourire réapparut. Selon le testament précédent, je devais hériter du manoir de Renford et de la majeure partie des biens de ma tante, ainsi que de certains legs au personnel et à sa dame de compagnie. Selon le Nouveau Testament, le manoir doit être vendu et le produit de la vente partagé entre 3 œuvres caritatives londoniennes. Je dois recevoir les boucles d'oreilles en perles de ma tante et son exemplaire de Le Voyage du pèlerin. C'est un changement considérable. Vous n'avez pas protesté? Ma tante, l'inspectrice, n'était pas du genre à protester. Je lui ai exprimé mes regrets et l'espoir qu'elle reviendrait sur sa décision avec le temps. Elle m'a dit qu'elle avait longuement réfléchi, qu'elle avait ses raisons et que l'affaire ne serait pas rouverte. J'ai accepté sa décision. Monsieur Wessex, je dois vous poser une question difficile. Aviez-vous une raison financière d'espérer que votre tante décède en possession de l'Ancien Testament plutôt que du Nouveau? Monsieur Wessex laissa échapper un petit rire sec. Ce Nouveau Testament est pour moi une véritable catastrophe. Le précédent m'aurait rendu riche. Si j'avais voulu assassiner ma tante pour son argent, je l'aurais fait il y a 15 jours, avant la visite de M. Felgat. Le faire maintenant ne me rapporterait absolument rien. Le Nouveau Testament est valide, signé et attesté, et le précédent est nul. Vous saviez que le Nouveau Testament avait été signé. Ma tante me l'a dit dimanche soir.
avec, je dois le préciser, une certaine satisfaction. Pourquoi parlez-vous de satisfaction, monsieur? Wessex fixa le feu. Ma tante et moi avions une relation compliquée. Elle pensait que je l'avais déçue. Elle estimait que je menais une vie trop libre, que je fréquentais de mauvaises personnes. Le Nouveau Testament visait, je crois, à exprimer ce désapprobation de la manière la plus définitive possible. Il marqua une pause. Je ne nie pas avoir été en colère, mais j'ai trop longtemps vécu au rythme des sautes d'humeur de ma tante pour la tuer à cause de cela. Où étiez-vous hier après-midi, entre 3 et 4 heures? Dans ma chambre, au premier étage, j'écrivais des lettres. À mon tailleur, à mon club et à une jeune femme de St. John's Wood. Suzanne les a postées ce matin. Vous pouvez le vérifier. Tu as quitté ta chambre? Ce n'est que lorsque Suzanne nous a tous appelés à 4 heures. Merci, monsieur Wessex. Il se leva, inclina la tête avec la même grâce étudiée que Mademoiselle Beak, et sortit. Lorsqu'il fut parti, Miss Marple dit tranquillement. Inspecteur, j'aimerais beaucoup parler à la bonne. Chapitre 6. Susan Coombs, qui a pris le thé Susan Coombs, était une jeune fille de 19 ans, rousse et le visage constellé de taches de rousseur. Son regard, empreint d'inquiétude, trahissait une horreur dont elle n'était pas encore remise. Debout sur le seuil de la bibliothèque, elle nouait son tablier et refusa de s'asseoir jusqu'à ce que l'inspecteur insiste à 3 reprises. « Je ne serai pas en difficulté, monsieur, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Ce n'était pas ma faute, je n'ai rien fait. Le thé était comme d'habitude. Vous n'avez aucun ennui, Suzanne, dit l'inspecteur avec bienveillance. Je veux simplement savoir ce qui s'est passé. J'ai apporté le plateau à 3h05, comme d'habitude. La théière, la tasse et la soucoupe, le pot à lait, la pince à sucre et une petite assiette avec 2 biscuits à la fécule de marrante. Madame aimait la fécule de marrante. Je l'ai posée sur la petite table à côté d'elle. Elle a dit « Merci, Suzanne, comme d'habitude. » Puis je suis sorti et j'ai fermé la porte. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel chez elle? Non, monsieur. Elle était assise sur sa chaise, en train de travailler sur son journal intime. Elle travaille sur son journal intime? Oui, monsieur. Elle avait son cahier ouvert sur les genoux, avec son stylo. Elle était en train d'écrire dedans quand je suis entré. Miss Marple, dans son coin, leva enfin les yeux. « Suzanne, ma chère. Le journal sur le bureau, quand l'a-t-elle mis là? »« Je ne sais pas, madame. Je l'ai vu sur ses genoux. Quand je suis revenu à 4 heures pour débarrasser le plateau. » La voix de la jeune fille s'est brisée. « Quand je suis revenu à 4 heures, elle était comme maintenant, madame. Le journal était sur le bureau. La plume était dans l'encrier. Alors, après votre départ, elle se leva de sa chaise et posa le journal intime sur le bureau. Elle a dû le faire, madame. Puis elle retourna à sa chaise et but son thé. « Oui, madame. Merci, Susan. C'est très utile. » L'inspecteur poursuivit. « Suzanne, est-ce que quelqu'un est entré dans la salle du matin entre 3h05 et 4h? »« Non, monsieur. »« Je les aurais entendus. Le petit salon est juste en face de la cuisine et la porte grince terriblement. J'étais dans la cuisine pendant toute l'heure à pétrir le pain avec Madame Pell. Vous n'avez pas quitté la cuisine? »« Pas une seule fois, monsieur. Et Madame Pell? »« Elle non plus, monsieur. »« Pas une seule fois. » L'inspecteur a pris note. « Merci, Suzanne. » La jeune fille fit une révérence et se retira. Dès qu'elle fut partie, l'inspecteur se tourna vers Miss Marple. « Voyez-vous, c'est là le problème. La bonne et la gouvernante étaient ensemble dans la cuisine tout ce temps. Miss Beak était à la bibliothèque. Monsieur Wessex était à l'étage. Le jardinier était près des châssis, à la vue de tous depuis la fenêtre de la cuisine. Et personne n'est entré dans le salon. Pourtant, le poison était dans son thé. Comment a-t-il été administré? Cela a été administré, dit lentement Miss Marple, par Lady Astley elle-même. L'inspecteur fixa le vide. Oh, pas intentionnellement. Mais madame était la seule personne présente dans le salon. Elle s'est servi le thé elle-même. Elle l'a bu elle-même. Le poison devait donc se trouver quelque part à sa portée. Dans la théière, le pot à lait, le sucrier ou sur le biscuit. Où? Miss Marple marqua une pause. Ou ailleurs, tel que... Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle regardait par la fenêtre la longue bordure du potager,
où les dernières tiges d'aconis se dressaient, bleues et hautes, contre le mur. « Inspecteur, dit-elle, je voudrais consulter le journal de Sa Majesté. » Chapitre 7. Le journal sur le bureau. Le journal était un petit volume relié cuir de Vauvert foncé, avec l'année 1958, estampé en lettres dorées sur la couverture. Il avait été laissé, comme Susan l'avait dit, sur le bureau près de la fenêtre. La plume avait été remise dans l'encrier, et une petite tache d'encre sur le buvard indiquait où elle avait été posée. Miss Marple ouvrit le journal avec une grande précaution. Les entrées étaient écrites d'une petite écriture précise, légèrement désuète, avec des lettres arrondies et une inclinaison délibérée. Ce n'étaient pas de longues entrées. Quelques lignes pour chaque jour, parfois une simple phrase. Mais elles couvraient l'année sans interruption, et la dernière entrée était celle d'hier, mardi 23 septembre. Elle lut la dernière entrée à voix haute, très doucement. Mardi, le jardin semble fatigué. F est de nouveau froide avec moi au petit déjeuner. Elle ne peut me pardonner, et je ne le lui demande pas. A est venue dans ma chambre ce matin pour renouveler sa demande. Je lui ai dit que ma décision était prise. Je ne céderai ni à la colère ni aux larmes. La vérité doit éclater. En mon temps et à ma manière, j'ai écrit à G. Il saura quoi faire. Un bref silence régna dans la salle du matin. F, dit l'inspecteur. Florence Beak et A, Adrian Wessex. Et G, Miss Marple secoua la tête. Nous ne savons pas. Peut-être M. Felgat, l'avocat. Peut-être un autre. Elle feuilleta les pages. Les premières entrées étaient pour la plupart sans intérêt particulier. De petites notes sur la météo, le bulletin paroissial, une lettre d'une cousine de Bath. Mais en relisant les pages de juillet et juin, le ton commença à changer. On y trouvait des allusions à anxiété, à la question, à les manières étranges de F. Il y avait une entrée fin juillet qui disait simplement « Je commence à craindre ce que je pourrais découvrir, mais je ne ferai pas demi-tour maintenant. » Et début août, j'ai parlé au docteur H. Il confirme mes soupçons. Je ne peux pas encore dire ce que je vais faire. Docteur Hemley, dit l'inspecteur. Il semblerait bien. Miss Marple tourna de nouveau la page jusqu'à la première semaine de septembre. Elle y trouva une entrée qui la fit s'arrêter. Le 7 septembre. Ce matin, je suis descendu au salon avant le petit déjeuner et je l'y ai trouvée. Elle était à mon bureau, le journal ouvert. Elle ne m'avait pas entendu entrer. Quand elle m'a vu, elle a prétexté une lettre qu'elle cherchait. Mais le journal, j'en suis sûr, elle lisait. Je le fermerai à clé désormais. Miss Marple referma son journal d'un air pensif. « Inspecteur, dit-elle, puis-je vous demander si le journal intime a été examiné afin d'y relever des empreintes digitales ?»« Oui, uniquement celle de Lady Asterley, nettoyée, peut-être ou peut-être simplement à elle seule. Et le bureau ? À elle et à Suzanne. Suzanne dépoussière le bureau tous les matins. » Miss Marple hocha la tête. Elle déposa le journal très délicatement, exactement à l'endroit où il se trouvait. « Inspecteur, dit-elle, je souhaiterais beaucoup rencontrer Maître Felgat, l'avocat, et je souhaiterais savoir qui. C'est ainsi. Lady Asterley l'a dit dans sa dernière entrée. J'ai écrit à J. Il saura quoi faire. Si elle lui a écrit hier matin, la lettre sera partie par le courrier de l'après-midi. Susan poste les lettres depuis la table dans l'entrée, n'est-ce pas? Oui. Il existe donc quelque part une personne à qui Lady Asterley a écrit le jour même de sa mort, lui faisant part, ou peut-être à elle-même, de sa décision. Cette personne sait peut-être ce qu'elle avait décidé de faire. F. G. ne pouvait pas pardonner. Cette personne sait peut-être tout. L'inspecteur tendit la main vers la sonnette. « Suzanne !» appela-t-il. « Viens ici, ma fille. » Suzanne est arrivée en courant. Les lettres que Lady Asterley a écrites hier. Vous vous en souvenez? Oui, monsieur. Il y en avait 3. Une pour monsieur Felgate à Marketwick. Une pour Lady Witham, une vieille amie à elle dans le Surrey. Et une pour un certain monsieur Greaves en Cornouailles. Greaves, dit Miss Marple. Dites-moi, Suzanne, savez-vous par hasard qui est monsieur Greaves? Non, madame, je n'ai jamais entendu son nom auparavant. L'adresse était Penmadrock House, près de Truro. Je l'ai remarqué parce que je n'avais jamais vu ce nom sur une lettre auparavant. Merci, Susan. Lorsque la bonne fut partie,
Miss Marple regarda l'inspecteur avec une gravité nouvelle sur le visage. « Inspecteur, je pense qu'il serait très utile que vous envoyiez un télégramme à la police de Truro cet après-midi, demandant à Monsieur Greaves de Penmadrock House de communiquer immédiatement avec vous. Et que, s'il a reçu une lettre de Lady Asterley dans le courrier de ce matin, il ait l'amabilité de vous la transmettre. Où sont contenus par les moyens les plus rapides. Vous pensez que ce Greaves est important? » Miss Marple regardait par la fenêtre. La lumière commençait à faiblir et les cimes des Aconies se fondaient dans le crépuscule. « Je pense, dit-elle, que M. Greaves sait peut-être ce que Lady Asterley a découvert. Et ce que Lady Asterley a découvert, inspecteur. C'est ce qui lui a coûté la vie. » Chapitre 8. Le récit de Madame Pell, la gouvernante, Madame Pell, travaillait à Renford Manor depuis 23 ans. C'était une femme grande et maigre, aux cheveux gris fer tirés en un chignon serré, et au visage impassible, incapable de deviner les pensées de son occupant. Ce soir-là, elle entra dans la bibliothèque, un petit carnet noir rond à la main. « Inspecteur, dit-elle avant qu'il n'ait pu parler, je souhaite faire une déclaration. J'y ai réfléchi tout l'après-midi, et je ne veux plus la garder pour moi. » L'inspectrice désigna une chaise. Elle s'y assit, le dos bien droit. « Veuillez continuer, Madame Pell. »« Monsieur, je suis au service de Lady Asterley depuis 23 ans, depuis qu'elle était une jeune mariée. J'étais au service de Sir Henry avant elle. Je ne suis pas du genre à colporter des rumeurs. Mais Lady Asterley est décédée et je ne peux me taire face à une telle infamie qui reste impunie. Que souhaitez-vous dire ?» Madame Pell croisa les mains sur ses genoux. « Monsieur, il y a 3 mois, Madame a trouvé une lettre. Je ne sais pas comment elle l'a eue, mais je l'ai vue avec, dans le salon, et j'ai vu son visage. Elle était blanche comme un linge. Elle est sortie dans le couloir et m'a appelé, et elle a dit « Madame Pell, Mme Elbick possède-t-elle des documents privés chez vous ?» Et j'ai dit « Je ne sais pas, madame. » Elle a dit « Découvrez-le, discrètement. » Et vous l'avez fait ? Oui, monsieur, je n'en suis pas fier. Mais madame me l'avait demandé, et madame était ma maîtresse. Mademoiselle Beak garde un petit étui à lettres au fond de son armoire. J'ai eu l'occasion de l'examiner lorsque Mademoiselle Beak était partie au village. Il contenait des lettres d'un homme. Un homme nommé Gerald Greaves. Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent. « Greaves, dit l'inspecteur. »« Oui, monsieur, Greaves. » Les lettres étaient d'une nature particulière. Elles avaient été écrites il y a quelques années. La plus ancienne datait de 1949. C'étaient les lettres d'un amant, monsieur, à une femme mariée. Mademoiselle Beak n'est pas mariée. Non, monsieur. Les lettres n'étaient pas adressées à Mademoiselle Beak. Elles étaient adressées à Lady Asterley. Un silence stupéfait s'installa. « À Lady Asterley » répéta lentement l'inspecteur. « Oui, monsieur. » C'étaient ces lettres. Des lettres qui lui avaient été écrites. Mademoiselle Beak les avait en sa possession. Comment Mademoiselle Beak les a-t-elle obtenues? Monsieur, je ne peux pas vous le dire. Mais je peux vous dire ceci. Après avoir vu la lettre ce jour-là, il y a 3 mois, celle qu'elle avait trouvée dans le salon, elle est devenue une autre femme. Elle était méfiante, sur ses gardes. Elle fermait sa chambre à clé la nuit. Elle a modifié son testament. Et le jour où elle l'a modifié, monsieur, elle m'a dit « Madame Pell, j'ai été un imbécile pendant 7 ans. J'ai nourri une vipère en mon sein. »« Une vipère, murmura Miss Marple. Ce sont ces mots, madame. »« Madame Pell, dit l'inspecteur, avez-vous dit à Mademoiselle Beak ce que vous aviez trouvé ? » ?»« Non, monsieur. »« Je l'ai dit à madame et à madame seule. Ce qu'elle a fait ensuite ne regardait qu'elle. »« Sa seigneurie a-t-elle confronté Mademoiselle Beak ? » ?»« Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Mais il y a eu une dispute entre eux le lendemain de la venue de Mifflegate, l'avocat. J'ai entendu des voix s'élever dans le salon. J'ai entendu madame dire. J'ai été patient assez longtemps. J'ai entendu Mademoiselle Beak dire quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Puis j'ai entendu sa seigneurie dire « Tu ne quitteras pas cette maison tant que je n'aurai pas pris mes dispositions, et pas avant. J'ai mes propres raisons d'attendre. » Mademoiselle Beak était-elle au courant du Nouveau Testament? Elle savait que Sa Majesté l'avait modifié. Quant à savoir si elle connaissait les termes exacts, je ne saurais vous le dire.
L'inspecteur écrivit rapidement. Madame Pell, y a-t-il jamais eu le moindre soupçon d'attachement entre Maziel Beak et M. Wessex? La gouvernante serra les lèvres. Il y en a eu, monsieur. Lors de la visite de M. Wessex l'hiver dernier, j'ai remarqué certaines choses. Ils se promenaient ensemble dans le jardin. On les a entendus discuter tard un soir, dans la bibliothèque. Je ne dis pas qu'il y avait quoi que ce soit d'inconvenant. Je dis seulement qu'ils étaient sympathiques l'un envers l'autre, plus que ce qui est habituel entre un neveu et la dame de compagnie de sa tante. Merci, Madame Pell, vous m'avez été d'une grande aide. Lorsqu'elle se fut retirée, l'inspecteur se laissa aller dans son fauteuil et laissa échapper un long soupir. Eh bien, Mademoiselle Marple, la situation s'éclaircit. Vraiment? Certainement. Mademoiselle Beak avait volé des lettres appartenant à Lady Asterley. Des lettres d'un certain Gerald Greaves, écrites en 1949. Lady Asterley découvrit le vol, confronta Mademoiselle Beak, la déshérita et s'apprêtait à faire quelque chose, peut-être la renvoyer. Mademoiselle Beak, sachant qu'elle allait tout perdre, empoisonna le thé de sa seigneurie avec de la connie du jardin. C'est une explication possible. Vous n'y croyez pas? Miss Marple posa son tricot. Inspecteur, je suis troublé par cette entrée du journal. J'ai écrit à J. Il saura quoi faire. Lady Asterley a écrit à Monsieur Greaves hier matin, le jour même de sa mort. Si Monsieur Greaves avait été son amant en 1949, eh bien c'était il y a très longtemps. Que peut-il bien savoir, après 9 ans, comment réagir? Peut-être les lettres. Peut-être. Mais il y a aussi ceci. Mademoiselle Beak était en possession de ces lettres depuis un certain temps, peut-être même des années. Pourquoi n'aurait-elle été découverte que maintenant? Pourquoi Lady Asterley aurait-elle soudainement commencé à avoir des soupçons il y a 3 mois? L'inspecteur fronça les sourcils. Un nouvel événement. Un événement nouveau, oui. Une nouvelle révélation. Miss Marple contempla pensivement le feu. Inspecteur, lorsque M. Greaves répondra à votre télégramme, posez-lui cette question. Lui demandera-t-il s'il a écrit à Lady Asterley il y a 3 mois? Et si sa lettre a reçu une réponse? Pourquoi il y a 3 mois? Parce que, voyez-vous, c'est à ce moment-là que tout a commencé. Chapitre 9. Felgat rend visite à l'inspecteur maître Felgat, l'avocat. Arriva de Marketwick vendredi matin, dans une petite voiture noire aux roues couvertes de boue. C'était un homme petit, aux cheveux grisonnants, d'une 60aine d'années, précis et soigné, portant un pince-nez à ruban noir et affichant cette attitude sèche et prudente qu'on acquiert en haine, passant 40 ans au contact de testateurs et d'administrateurs. Il portait une fine mallette en cuir sous le bras. L'inspecteur le reçut au bureau du gendarme du village, aménagé pour la durée de l'enquête dans une arrière-salle de l'auberge Hollow Oak. Miss Marple fut autorisée à y assister, grâce à un arrangement spécial. « Monsieur Felgat, dit l'inspecteur, je vous remercie chaleureusement d'être venu si rapidement. C'était mon devoir, dit l'avocat en s'inclinant légèrement. Lady Asterley était une cliente de longue date. J'ai eu l'honneur de la représenter avant son défunt mari. L'affaire est d'une gravité extrême. Vous avez rédigé le Nouveau Testament de Madame, le 7 septembre, dans mon bureau à Marketwick. Le testament a été signé en présence de mon principal greffier, M. Kibble, et de ma secrétaire, Mlle. Donaldson. Ce sont 2 personnes tout à fait dignes de confiance. Son Altesse était-elle calme lorsqu'elle a signé? Elle était calme, mais malheureuse. Je la connaissais depuis 30 ans. C'était une femme d'une grande réserve. Elle ne montrait pas facilement ses sentiments. Mais ce jour-là, j'ai remarqué que ses mains tremblaient et qu'elle avait pleuré. Elle m'a dit, sans que je le lui demande, qu'elle avait récemment appris certaines choses sur les personnes de sa maisonnée. Elle n'a pas précisé lesquelles. Elle a seulement dit qu'elle avait été trompée pendant longtemps et qu'elle ne pouvait plus, en conscience, léguer ses biens à ceux qui en avaient bénéficié dans le testament précédent. A-t-elle cité quelqu'un? Elle a refusé. Je lui ai demandé naturellement si elle ne préférait pas attendre, réfléchir davantage, consulter peut-être un membre de sa famille. Elle a refusé. Elle m'a dit que sa décision était prise. Elle m'a dit, et ce sont ces mots exacts, inspecteur, car je les ai notés à l'époque.
Monsieur Felgat, j'ai vécu 9 ans parmi des gens qui me voulaient du mal. Je le savais depuis 9 ans et je n'ai rien fait. Je vais agir maintenant. » Un bref silence s'installa. Miss Marple, dans son coin, avait complètement posé son tricot. « A-t-elle dit personne, Monsieur Felgat ?» demanda-t-elle. « Où a-t-elle dit? Une personne ?» L'avocat se tourna vers elle avec la déférence légèrement surprise d'un homme qui n'aurait pas réalisé que le coin de rue abritait une autorité. « Elle a dit personne, madame. Le pluriel, j'en suis absolument certaine. »« Et elle a dit pendant 9 ans ?»« Pendant 9 ans. Oui. »« Merci, Monsieur Felgat. » L'inspecteur poursuivit. « Monsieur Felgat, le Nouveau Testament. J'espère que vous me direz quelles dispositions il prévoit. »« Je vais vous le dire. Le testament n'est pas encore homologué et, en temps normal, je refuserai. Mais les circonstances sont exceptionnelles. Le Nouveau Testament prévoit la vente du manoir et de la majeure partie du domaine, le produit de la vente étant partagé équitablement entre l'hôpital royal pour enfants malades, la société de secours, aux femmes de bonne famille en difficulté, et le fonds de restauration de l'église paroissiale de Hollowmere. Il y a des legs mineurs. 50 livres à Mademoiselle Flansbeek, les effets personnels déjà mentionnés à Monsieur Adrian Wessex. 50 livres et la broche en or ayant appartenu à la mère de Sir Henry à Madame Pell. 10 livres à Susan Coombs. Et 10 livres et la jouissance de la maison du jardinier à vie à Tom, Ruppel, le jardinier. Madame Pell reçoit donc la même chose que Mademoiselle Beek, à la livre, et selon le testament précédent. Wessex était le principal bénéficiaire. Mademoiselle Beek recevait une rente viagère de 200 livres et l'usage d'un cottage sur le domaine. Madame Pell recevait un legs de 100 livres et une recommandation auprès des amis de sa dame comme gouvernante, compte tenu de la réputation que lui avait acquise sa longue carrière. Les autres legs étaient similaires à ceux du Nouveau Testament. « Donc, Madame Pell, » dit Miss Marple pensivement, ne devait gagner que 50 livres supplémentaires grâce au Nouveau Testament. À peine de quoi commettre un meurtre. « Cela ne justifie guère un meurtre, en effet, » approuva l'avocat. Madame Pell n'a jamais été, financièrement parlant, une bénéficiaire importante. Elle percevait sa rente de Sir Henry et son logement au manoir, et c'est tout. « Monsieur Felgat, » dit l'inspecteur, « Madame, a-t-elle discuté avec vous de la question d'une vieille lettre, une lettre reçue d'un certain Monsieur Greaves de Cornouailles, en juin de cette année? » L'avocat fronça les sourcils. Elle n'a mentionné aucun correspondant précis, mais elle m'a dit avoir reçu, en juin, une communication qui contenait « ouvrit les yeux », comme elle l'a dit. Elle était aveugle depuis 9 ans. Elle a ajouté que la réception de cette lettre l'avait obligée à regarder en face des choses qu'elle avait longtemps refusé de voir. A-t-elle cité le nom de l'écrivain? Elle ne l'a pas fait. Monsieur Felgat. Une dernière question. Au cours des 9 dernières années, Lady Asterley vous a-t-elle jamais parlé de peur, d'avoir peur de quelqu'un dans sa maisonnée? L'avocat réfléchit longuement. Inspecteur, j'ai connu Lady Asterley en sa qualité de cliente. Elle ne m'a jamais confié ses sentiments personnels, mais il y a eu une occasion, il y a 6 ans, je crois, où elle est venue à mon bureau, visiblement perturbée, et m'a demandé si, en cas de décès soudain et inattendu, certaines mesures pouvaient être prises pour que la police enquête minutieusement sur les causes de sa mort. Elle a dit ça en ces termes, ou presque. Je lui ai demandé, naturellement, si elle avait des raisons de craindre un danger. Elle a répondu que non, que c'était une idée saugrenue et que je devais oublier ce qu'elle avait dit. Elle n'a pas fait de testament à ce moment-là. Elle a quitté le bureau encore bouleversée. J'ai eu l'intention, à plusieurs reprises depuis, de le lui rappeler. Mais la question était délicate. L'inspecteur écrivit rapidement. « Monsieur Felgat, vous nous avez été d'une grande aide. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. » L'avocat se leva, rassembla ses affaires, fit une petite révérence soignée à Miss Marple et sortit. Quand il fut parti, l'inspecteur se tourna vers elle, les personnes qui m'ont souhaité du mal, pluriel. « L'avez-vous noté ?»« Je l'ai marqué, inspecteur. Il y en avait donc au moins 2. Au moins 2. Oui. » Miss Marple fixait le feu. « Ou une personne,
et le fantôme d'une autre. Chapitre. Une promenade dans le bosquet. Le lendemain matin, le temps était clair et froid. Miss Marple, au lieu de s'installer, comme à son habitude près du feu du salon de Dorothy, déclara qu'elle aimerait bien faire une promenade avant le petit déjeuner. Elle s'avança sur le chemin avec sa canne et, à l'église, tourna sur le sentier équestre qui traversait le bosquet. C'était un chemin tranquille, baigné par les premiers rayons du soleil, et les feuilles commençaient à tomber en abondance. Elle marchait lentement, les yeux rivés au sol. Après environ 400 mètres, elle arriva à l'endroit, sans toutefois le reconnaître immédiatement, où un grand être se penchait au-dessus du chemin, ses racines à demi découvertes. Plus loin, le chemin traversait un petit pont de bois enjambant un ruisseau. Elle s'arrêta près du hêtre. Ce matin-là, Dorothy lui avait indiqué l'endroit précis où Sir Henry avait été désarçonné 9 ans auparavant. Elle remarqua que le terrain n'était pas difficile. Le chemin était bien entretenu, la pente douce et les arbres, bien que nombreux, ne l'encombraient pas. Un homme qui connaissait le terrain, et Sir Henry l'avait parcouru quotidiennement pendant 30 ans, n'aurait pas dû être conduit ici. À moins que quelque chose n'ait effrayé le cheval, Miss Marple s'assit sur un tronc d'arbre tombé et contempla l'endroit. Elle repensa à une très vieille histoire que lui avait contée jadis un homme qui avait été maître d'équipage de chasse à court, à propos d'un cheval et d'un morceau de papier. Un bout de papier blanc, flottant au vent, pouvait effrayer même la monture la plus calme, surtout s'il apparaissait soudainement à hauteur des yeux du cheval, derrière un arbre. Elle repensa à la dispute entre Sir Henry et sa dame le matin de son départ à cheval. Elle pensa à sa dame qui s'en voulait depuis lors et n'avait pas quitté le manoir depuis 9 ans. Et elle pensa à un homme nommé Gerald Greaves, en Cornouailles, à qui la défunte avait écrit le matin de sa propre mort. Au bout d'un moment, elle se leva et retourna vers le cottage de Dorothy perdue dans ses pensées. Elle n'avait pas parcouru 50 mètres lorsqu'elle entendit un pas derrière elle. Elle se retourna. C'était M. Madrian Wessex, vêtu d'une veste en tweed et de chaussures de marche, une canne à la main. « Mademoiselle Marple, dit-il. Veuillez m'excuser, j'espérais pouvoir m'entretenir seul avec vous. Monsieur Wessex. Ma tante, vous savez, parlait de vous dans ses lettres. Elle avait entendu parler de vous par une cousine de St. Mary Mead. Elle vous admirait beaucoup. Elle disait que vous aviez un don pour ce genre de choses. Quelle gentillesse de sa part. On m'a dit que vous assistiez aux interrogatoires de l'inspecteur. Excusez-moi, mais je suis dans une situation délicate. Je tiens à vous préciser que, quelles que soient les circonstances, je n'ai pas tué ma tante. Je suis prêt à garder l'esprit ouvert, Monsieur Wessex. Il se mit à marcher à ses côtés. Ils marchèrent ensemble en silence pendant quelques instants avant qu'ils ne reprennent la parole. Mademoiselle Marple, je vais être tout à fait franc avec vous. J'espérais hériter, je ne prétendrai pas le contraire. Mais le testament a déjà été modifié. La tuer maintenant était inutile, de la folie. À première vue, cela semble évident. Mais, Monsieur Wessex, supposons que le Nouveau Testament ait été invalide d'une manière ou d'une autre. Il la regarda d'un air sévère. Invalide, excusez-moi. Je ne fais que réfléchir à voix haute. Supposons, par exemple, que le Nouveau Testament ait été signé sous la contrainte, ou que Lady Asterley ait été persuadée, durant ces dernières semaines, d'agir contre son gré. Le Nouveau Testament pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux. L'Ancien Testament pourrait être rétabli. Il resta silencieux pendant quelques pas. Puis il dit « Vous êtes très perspicace, Miss Marple. Je ne suis qu'une vieille femme qui a beaucoup observé la nature humaine. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a 3 semaines, ma tante m'a téléphoné. Elle m'a dit avoir des raisons de croire que Mlle Bick la manipulait, que Mlle Bick falsifiait ses lettres, que des documents avaient été signés alors que ma tante ne se souvenait pas les avoir signés. Elle m'a demandé de venir l'aider à régler le problème. Je suis venu. Je lui ai parlé. Je l'ai vivement encouragée à consulter un avocat. Elle m'a dit qu'elle avait ses propres projets. Et le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, Mademoiselle Marple, a été rédigé dans le bureau de M. Felgate, en sa présence, avec 2 employés comme témoins,
Il ne saurait être question de contrainte lors de cette réunion. Quelles que soient les pressions exercées sur ma tante auparavant, le testament lui-même a été rédigé en toute connaissance de cause. Je vois. Vous comprenez donc que si Maselbeek avait exercé une quelconque influence sur ma tante, le Nouveau Testament ne lui aurait pas été bénéfique. Au contraire, il l'en aurait même exclu. Par conséquent, Maselbeek, voyant son plan réduit à néant, a sans doute souhaité faire taire ma tante, avant qu'elle puisse réparer le tort qui lui avait été causé. Quel mal y a-t-il à cela? Il hésita. Il y avait des documents falsifiés, Miss Marple. 2, à ma connaissance. L'un était une procuration concernant certains placements de ma tante. L'autre, une lettre de recommandation de ma tante à une banque londonienne en faveur de Miss Beek. Ma tante n'avait signé aucun des deux. Elle venait tout juste de découvrir les faux lorsqu'elle m'a convoqué. Et la banque. La banque avait avancé à Maselbeek une somme considérable sur la base de cette lettre, il y a 2 mois. Miss Marple s'arrêta sur le chemin. « Monsieur Wessex, pourquoi n'avez-vous pas dit cela à l'inspecteur ?» Je lui ai dit. Ce matin. J'attendais d'avoir une vision plus complète de la part de mon propre avocat. Je vois. Ils reprirent leur marche en silence. Devant le portail du cottage de Dorothy, Monsieur Wessex s'arrêta. « Mademoiselle Marple, on me dit que vous êtes une femme intelligente. Vous constaterez que je n'ai plus rien à gagner de la mort de ma tante. J'ai, en réalité, tout perdu. Si vous pouviez m'aider à découvrir la vérité, je vous en serais très reconnaissant. Je ferai ce que je peux, Monsieur Wessex. » Il souleva son chapeau et continua son chemin. Miss Marple le regarda partir. Il avait, pensa-t-elle, un très beau visage. Vraiment très beau. Le genre de visage qu'on voyait sur les vitraux des vieilles églises. Un visage auquel on aurait voulu croire. Elle avait connu dans sa vie 3 meurtriers qui avaient exactement ce genre de visage. Chapitre 11. La réponse de Penmadrock House. La réponse de Mums. Greaves arriva par le courrier du soir jeudi. Elle fut apportée au cottage de Dorothy par l'inspecteur Quaid en personne, qui arriva le visage grave et une épaisse enveloppe sous le bras. « Il a beaucoup écrit, » dit l'inspecteur en refusant le thé. « Et ce qu'il a écrit change souvent. » Il sortit la lettre de l'enveloppe et la lut à haute voix, tandis que Miss Marple était assise près du feu, les mains jointes. « Cher inspecteur Quaid, j'ai reçu à l'heure même votre télégramme, ainsi que la lettre de Lady Asterley dont vous parliez. Je répondrai d'abord à votre question précise, puis je vous donnerai des explications. Oui, il y a 3 mois, le 17 juin précisément, j'ai écrit à Lady Asterley. Je n'avais pas communiqué avec elle depuis 1949, et cette lettre m'a demandé beaucoup d'efforts. Je lui écrivais parce que j'étais mourant. Les médecins m'avaient donné environ 6 mois à vivre. J'avais certaines choses à régler avant de partir, et l'une d'elles concernait Son Altesse. Au printemps 1949, Lady Asterley et moi étions très proches. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Cette situation était douloureuse pour nous deux. Elle prit fin en mai de la même année, lorsqu'elle choisit, finalement, de privilégier son devoir envers son mari et son honneur. Sir Henry n'en sut jamais rien. J'ai quitté l'Angleterre et vis en Cornouailles depuis lors. Dans ma lettre du 17 juin, je l'informais de mon état de mort imminente et de la possession de certains documents. Des lettres qu'elle m'avait écrites et que j'avais conservées malgré moi. Je souhaitais savoir si elle préférait que je les détruise ou que je les lui renvoie. Je n'ai reçu aucune réponse. J'ai attendu 15 jours, puis 1 mois. Et j'ai fini par supposer que ma lettre s'était égarée. J'ai brûlé les papiers et n'y ai plus pensé. La lettre d'hier de madame est d'autant plus étonnante. Elle m'informe que ma lettre de juin lui est bien parvenue, mais seulement partiellement. Elle a reçu l'enveloppe et la première page seulement. La seconde page, sur laquelle j'exposais mes situations et posais ma question, manquait. L'enveloppe avait été ouverte par une autre personne et la seconde page avait été arrachée. Elle m'explique en outre qu'elle a soupçonné, dès la réception de la lettre tronquée, que sa dame de compagnie, Maselbeek, l'avait lue et avait dissimulé la seconde page. Elle pensait que cette seconde page contenait, et elle contenait effectivement, des éléments que Maselbeek comptait utiliser contre elle. En somme, la menacèrent de révéler une ancienne indiscrétion si certaines exigences n'étaient pas satisfaites.
Lady Asterley m'explique dans sa lettre que c'est précisément ce qui s'est passé. Quelques jours après la réception de la lettre, Mlle Beak est venue la trouver et a formulé certaines demandes. De l'argent, une place dans son testament et des avances sur salaire. Lady Asterley a payé une partie de la somme demandée, le temps de réfléchir à la marche à suivre. Elle m'a écrit hier car elle avait enfin pris sa décision. Elle comptait dénoncer Mlle Beak à la police, signer un Nouveau Testament excluant à la fois Mlle Beak et son neveu, dont elle se méfiait désormais, l'ayant trouvé bienveillant envers Mlle Beak lors d'une précédente visite, et léguer la majeure partie de ses biens à des œuvres caritatives. L'affaire, écrivait-elle, devait être réglée aujourd'hui, mardi. Elle n'a pas vécu assez longtemps pour en avoir le cœur net. Comme je l'ai dit, je suis un homme mourant. Je n'ai plus grand-chose à gagner ni à perdre, mais je dois à la mémoire de Lady Asterley toute ma sincérité. Monsieur, je suis à votre entière disposition. Cordialement votre, Gerald Greaves. L'inspecteur plia la lettre et la posa sur la table. Voilà le mobile, Miss Marple. C'est clair comme de l'eau de roche. Miss Beak fait chanter Madame depuis 3 mois, et Madame était sur le point de la dénoncer. Oui, Mlle Beak avait les moyens, la connut dans le jardin. Elle avait l'occasion. Elle était seule dans la bibliothèque de l'autre côté du couloir. Elle avait un mobile. Faire taire sa seigneurie avant que la vérité ne soit révélée. Oui, Mademoiselle Marple, vous n'avez pas l'air convaincue. Miss Marple regarda le feu. Inspecteur, puis-je voir la lettre de Lady Asterley à M. Greaves? L'a-t-il envoyée? L'a-t-il envoyée? Il l'a. La voici en copie. Il envoie l'original par courrier recommandé. Il lui tendit la copie. Miss Marple la lut lentement, ses lèvres bougeant légèrement. Ce n'était pas une longue lettre. Elle racontait à peu près la même histoire que la réponse de Greaves, à une différence près. Lady Asterley n'écrivait pas de le chantage de Mlle Beak, mais d'elle maître chanteur. Le maître chanteur a été malin. Elle avait écrit, plus ingénieux que je ne l'aurais cru. Cela fait 3 mois que je cherche la source, et même maintenant, je n'en suis pas tout à fait sûr. J'ai des soupçons, mais aussi des doutes. Il me manque encore une preuve, et je l'aurai avant la fin de la semaine. Miss Marple leva les yeux. Inspecteur. Elle n'avait pas encore déterminé qui était le maître chanteur. L'inspecteur fronça les sourcils, mais sûrement. Mademoiselle Beak. Les lettres dans son étui à lettres. Les lettres trouvées dans son étui à lettres étaient des lettres de M. Greaves, datées de 1759. Nous n'avons que la parole de Madame Pell pour confirmer leur présence. Vous ne croyez pas Madame Pell? Je ne dis pas cela, mais je remarque. Inspecteur, je remarque que dans toute cette affaire, Madame Pell nous a beaucoup appris. Elle nous a parlé de querelles qu'elle a surprises, de lettres qu'elle a trouvées dans la garde-robe d'une autre femme, de paroles prononcées dans des moments de crise. Madame Pell a été notre principale informatrice depuis le début. L'inspecteur resta silencieux. Et Madame Pell, dit Miss Marple, est à Renford Manor depuis 23 ans. Elle connaissait Sir Henry. Elle a connu son Altesse en 1949. Elle a eu toutes les occasions, pendant toutes ces années, de savoir des choses que les autres domestiques ignoraient. Vous soupçonnez Madame Pell? Je soupçonne, dit Miss Marple, que l'on nous a amenés, très discrètement et très habilement, à soupçonner Miss Beak. Et lorsqu'on est amené à soupçonner une personne en particulier, il est généralement bon de se demander qui tire les ficelles. Chapitre 12. La lettre qui n'a jamais été postée ce soir-là, Miss Marple rédigea de sa petite écriture précise une liste de faits. Elle agissait ainsi chaque fois qu'une situation devenait confuse. Elle avait constaté que l'acte d'écrire, avec son geste lent et délibéré, permettait souvent de clarifier des choses qui étaient restées cachées dans le brouhaha de l'esprit. Elle a écrit 1. Lady A n'a pas quitté le manoir pendant 9 ans. 2. Mardi, à 3 heures, elle prit le thé dans son salon. Le thé était empoisonné. 3. Le poison était de l'aconitine. Il y a de l'aconie qui pousse dans le jardin. 4. Madame A était seule dans le salon du matin de 3h05 à 4h. Personne n'est entré ni sorti. 5. Lady A s'est servi le thé elle-même. Elle a bu dans la tasse. Elle a mangé un morceau de biscuit. 6. Elle travaillait à son journal intime lorsque Suzanne apporta le plateau.
À son retour à 4 heures, le journal était sur le bureau et la dame était morte. 7. Le salon du matin ne contient aucune fleur. 8. La lettre de M. Greaves de juin a été ouverte. La deuxième page a été extraite. 9. Lady A croyait être victime de chantage, mais n'avait pas identifié avec certitude le maître chanteur. 10. Madame Pell a été la principale source d'information contre Mlle Beak. Elle resta longtemps assise à regarder la liste. Puis elle écrivit en bas « Les fleurs ». Elle a souligné les mots 2 fois. Elle se leva, prit son châle sur le dossier de la chaise et sortit dans le crépuscule. C'était une soirée claire et froide, avec un quartier de lune se levant au-dessus du clocher. Elle descendit l'allée jusqu'à Renford Manor, se présenta à la porte et demanda à parler à Suzanne Coombs. Suzanne descendit dans le couloir de la cuisine, l'air décontenancé. « Mademoiselle Marple, madame, qu'y a-t-il » ?« Suzanne, ma chère, je voudrais te poser une petite question. » Les fleurs dans le salon de Sa Majesté. Quand y était-elle pour la dernière fois? Suzanne la fixa du regard. « Les fleurs, madame ?»« Oui. Il n'y avait pas de fleurs dans la chambre mardi. Y en avait-il lundi? » ?»« Mais oui, madame. Il y avait toujours des fleurs. Son Altesse les adorait. Il y avait un grand vase de dahlias sur le bureau lundi. »« Et mardi matin ?»« Mardi matin, les dahlias ont été jetés. Ils étaient fanés. Voyez-vous. Madame Pell les a enlevés elle-même, avant le petit déjeuner. »« Madame Pell ?»« Oui, madame. D'habitude, elle me laisse m'occuper des fleurs, mais mardi, elle a dit qu'elle le ferait elle-même. Elle a vidé le vase dans la cuisine. Elle a dit qu'elle composerait un nouveau bouquet plus tard. Mais elle ne l'a jamais fait. Et puis, la voix de Suzanne tremblait. Et puis, madame est morte. Le visage de Miss Marple était très grave. « Suzanne, le vase, qu'en est-on devenu? »« Il a été emporté par les vagues, madame. C'est madame Pell qui l'a fait elle-même. Et les fleurs, les dahlias. »« Sur le tas d'ordures, madame, derrière les écuries. »« Sont-ils encore là? Je m'y attends, madame. Les ordures ne sont brûlées que le samedi. Suzanne, emmène-moi à la décharge. » Immédiatement. Et n'en parle surtout pas à madame Pell. Suzanne, les yeux écarquillés, prit une lanterne dans la cuisine et ouvrit la marche à travers la cour pavée, en passant devant les écuries, jusqu'à une petite fosse close au pied du verger. Là, à demi enfouie sous des feuilles de choux, des feuilles de thé et des épluchures de pommes, gisait un grand tas détrempé de dahlias, leurs fleurs autrefois éclatantes, désormais noircies et flétries. Miss Marple se pencha. Elle ne toucha pas les fleurs elle-même. Elle examinait attentivement les tiges. « Suzanne, rapproche la lanterne. » Suzanne obéit. La lumière de la lanterne éclaira les tiges, et Miss Marple inspira très doucement. Les tiges des dahlias avaient été coupées, mais elles n'étaient pas les seules. Parmi elles, mêlées à une douzaine d'autres, se trouvaient les tiges d'une autre fleur, plus haute, plus creuse, avec des extrémités coupées légèrement bleutées. Miss Marple les reconnut aussitôt. C'étaient les tiges de l'aconie. « Suzanne, dit-elle très doucement, ne dites pas un mot de cela à qui que ce soit ce soir. À personne. Ni à madame Pell, ni à Mlle Beak, ni à monsieur Wessex. Vous comprenez? Oui, madame. Demain matin, l'inspecteur viendra. Vous lui direz ce que vous m'avez montré. D'ici là, ma chère, vous devez être très prudente. » Suzanne, le visage blême, hocha la tête. Miss Marple regagna la chaumière de Dorothy dans la pénombre. Elle se sentait très fatiguée, très triste et très certaine de ses sentiments. Chapitre 13. Les manières tranquilles d'un vieux serviteur. Le matin, l'inspecteur Cade arriva à 9 heures. Miss Marple lui raconta ce qu'elle avait découvert et ce qu'elle pensait désormais. Ils s'assirent ensemble dans le salon de Dorothy, tandis que la bouilloire sifflait dans la cuisine et que la pluie d'automne tambourinait contre la fenêtre. « Madame Pell, » dit lentement l'inspecteur. « Mais mademoiselle Marple, elle n'avait rien à y gagner. Le testament lui lègue une petite somme, la même que dans l'Ancien Testament. Elle n'avait aucune raison. »« Inspecteur, » dit Miss Marple, « il n'a jamais été question du testament. »« Et ensuite ?» Miss Marple réfléchit à ces paroles. « Inspecteur, en 1949, Lady Asterley et son mari se disputèrent. Elle se sentit responsable de sa mort. Elle ne quitta pas le manoir pendant 9 ans.
Elle fit construire un mur autour de sa maison, surmonté de tessons de verre. Dites-moi, cela vous semble-t-il être le comportement d'une femme qui craint d'avoir causé l'accident de son mari à la suite d'une malheureuse dispute conjugale? Pourquoi? Je n'y avais pas pensé comme ça. J'imagine que ça peut paraître exagéré. On pourrait croire qu'elle ne craint pas le monde, mais une personne en particulier. Une personne qui, peut-être, exerce une certaine emprise sur elle. Qui sait ce qu'elle a fait? Et qu'avait-elle fait? Inspecteur, je crois que Lady Asterley a cru, pendant toutes ces 9 années, qu'elle était responsable de la mort de son mari. L'inspecteur fixa le vide. En 1949, dit lentement Miss Marple, Lady Asterley mit fin à sa liaison avec Gerald Greaves. Elle était très affligée. Il y eut une dispute avec son mari le matin de sa promenade à cheval. Furieux, il partit et tomba de cheval sur un chemin qu'il avait emprunté des milliers de fois. On attribua sa mort à un accident. Et vous dites, je pense qu'il y avait quelqu'un dans le bosquet ce matin-là. Quelqu'un qui a effrayé le cheval. Je ne dis pas que cela puisse être prouvé à cette distance, mais je dis, inspecteur, que je le crois, et que Lady Asterley elle-même le croyait, ou le craignait. Mais par qui? Greaves. Greaves a quitté l'Angleterre en mai 1949. Il ne pouvait donc pas être là. Mademoiselle Beak? Mademoiselle Beak est arrivée à Wenford Manor en 1951, 2 ans après la mort de Sir Henry. L'inspecteur resta silencieux. Madame Pell, dit Miss Marple, avait été au service de Sir Henry avant son titre. Elle l'appréciait beaucoup, vraiment beaucoup, et elle était au courant de la liaison avec Greaves. Les domestiques, inspecteurs, sont toujours au courant. Vous pensez que Madame Pell... Je crois que Madame Pell a fait quelque chose il y a 9 ans, un crime dont elle souffre encore aujourd'hui. Je pense que Lady Asterley la soupçonnait, la craignait, et ne pouvait rien dire, car parler aurait été avouer sa propre culpabilité. Elles ont donc vécu ensemble, année après année, dans la grande maison entourée de murs, chacune gardant le secret de l'autre. Et puis, en juin de cette année, monsieur, Greaves écrivit sa lettre. Madame Pell, qui s'occupait du courrier de la maison, l'ouvrit. Elle lut la 2e page. Elle constata que l'on informait sa seigneurie de l'existence de lettres prouvant l'affaire. Elle en fit un résumé. Et puis, très discrètement, elle commença à utiliser ce qu'elle savait pour faire chanter sa seigneurie. Pas pour de l'argent. Madame Pell n'avait que faire de l'argent. Elle n'avait nulle part où aller et personne à qui le dépenser. Non. Inspecteur, je crois que Madame Pell voulait être sûre de sa position. Elle voulait que sa seigneurie sache qu'elle savait. Elle voulait la maintenir dans la cage où elle vivait depuis 9 ans. Elle voulait, peut-être, être la seule au monde à tenir la corde. Alors pourquoi Lady Asterley a-t-elle cru que c'était Miss Beak? Parce que Madame Pell s'en est assurée. Les faux documents, le prêt bancaire, les lettres dans l'armoire de Mademoiselle Bach. Tout cela, inspecteur, était l'œuvre de Madame Pell, qui a eu 23 ans pour apprendre à imiter la signature de son autorité, et qui régnait en maître sur la maison bien avant l'arrivée de Mademoiselle Beak. Mademoiselle Beak était le bouc émissaire idéal. Une femme discrète, sans amis ni ressources, que personne ne voulait défendre. Et le meurtre? Miss Marple regarda le feu. Lorsque Madame fit venir M. Felgat et modifia le testament, Madame Pell comprit qu'elle s'apprêtait à agir. Peut-être ignorait-elle encore qui elle soupçonnait, mais elle savait qu'elle comptait démasquer quelqu'un, appeler la police, faire éclater la vérité. Et une fois l'affaire révélée, monsieur l'inspecteur, Madame Pell ne pouvait être certaine de ne pas être découverte elle-même. Donc elle a retiré les dahlias du salon mardi matin. Elle a coupé des aconies et a écrasé les tiges avec celles des dahlias dans le vase. L'eau du vase était empoisonnée, mais le vase était vide à l'heure du thé. Oui, mais le pichet de la cuisine, inspecteur, celui avec lequel Suzanne a rempli la théière, ce pichet était dans la cuisine. Et Madame Pell a eu peut-être 1 heure seule avec lui. Elle a versé l'eau au vase, dans la bouilloire ou dans le pot à lait, ou directement dans le thé. Ou bien, et je pense que c'est le plus probable, elle a mis de la racine d'aconie broyée, qu'elle avait préparée la veille, dans le sucrier. Lady Asterley prenait 2 morceaux dans son thé,
tous les après-midi pendant 30 ans. La dose aurait été calculée pour 2 morceaux, et le sucrier. Elle a été lavée et remplie par Madame Pell lorsque Suzanne a rapporté le service à thé à 4 heures. Madame Pell l'a fait elle-même dès qu'elle a entendu l'alarme. À votre arrivée, inspecteur, les preuves avaient disparu. L'inspecteur resta immobile. Peut-on le prouver? Il y a l'aconie dans le tas d'ordures. Il y a le fait que Madame Pell ait elle-même cueilli les dahlias. Il y a, je crois, plus d'éléments dans le journal que nous n'en avons encore lu. Et il y a encore une chose, inspecteur. Oui, il y a Madame Pell elle-même. Elle porte ce fardeau depuis 9 ans. Elle est épuisée. Elle a perdu sa dame, qui était le centre de sa vie. Je pense que, si on la confronte à la vérité calmement et au moment opportun, elle parlera. Chapitre 14. Le dahlia dans la décharge. L'inspecteur Qued traita l'affaire avec beaucoup de tact. Il ne procéda à aucune arrestation. Il ne lut pas l'avertissement. Il demanda simplement à Madame Pell de venir dans le salon du manoir cet après-midi-là pour répondre à 1 ou 2 questions. Miss Marple était présente, à la demande de l'inspecteur, assise dans un coin avec son tricot. Madame Pell entra, très droite dans sa robe noire, avec les petites boucles d'oreilles en jet qu'elle portait depuis 23 ans. Elle s'assit sur cette chaise indiquée. L'inspecteur ferma la porte. « Madame Pell, dit-il doucement, nous avons trouvé l'aconie dans le tas d'ordures. Elle ne bougea pas. Son visage émacié et gris resta imperturbable. Les tiges ont été coupées mardi matin. Elles ont été placées dans le vase de dahlias que vous avez retiré de cette pièce. L'eau du vase était empoisonnée. Elle resta silencieuse. Monsieur Greaves de Cornouailles a confirmé avoir écrit à sa seigneurie en juin. Celle-ci n'a reçu que la première page de sa lettre. La seconde page, nous le croyons, a été extraite par vos soins. Elle ne parla pas. Les documents falsifiés, la lettre à la banque, la procuration ont été préparés, selon nous, par vous, de manière à faire peser les soupçons sur Mademoiselle Beak. Les lettres de Monsieur Greaves que Mademoiselle Beak est censée posséder. Nous pensons qu'elle ne les possède pas et ne les a jamais possédées. Nous pensons que vous les avez placées très récemment dans son étui à écriture. Un léger tremblement parcourut les mains de Madame Pell. « Madame Pell, dit l'inspecteur d'une voix encore plus calme, nous pensons que vous étiez dans le bosquet le matin de la mort de Sir Henry. » Elle ferma les yeux. Elle resta longtemps immobile. Puis elle dit, d'une voix tout à fait différente de sa voix habituelle, une voix venue de très loin. C'était un homme bien. C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Et elle lui brisait le cœur. Madame Pell, j'étais avec lui depuis mes 17 ans. Je l'aimais depuis le premier jour. Il ne s'en est jamais douté. Il me considérait comme une servante. C'est ce que j'étais. Cela me convenait, jusqu'à son arrivée. Et puis, je l'ai vu le briser, année après année, par son intelligence, ses manières citadines et ses hommes à Londres. Il pensait que je ne savais rien. Il pensait que personne ne savait. Mais moi, je savais. Le matin où il a été jeté, il s'était disputé. Il me l'a dit en descendant chercher sa canne. Il a dit « Pell, je ne sais pas ce que je vais faire. » Il pleurait. Un homme adulte, inspecteur. Il pleurait. Je lui ai rendu sa canne et je l'ai regardé sortir. Et puis, alors j'ai pris le chemin de la cuisine à travers le bosquet et j'ai attendu au pont. J'avais un tablier blanc sur le bras. Quand son cheval est arrivé, je suis sorti de derrière le grand hêtre et j'ai agité le tablier en l'air. Et le cheval. Elle s'arrêta. Le cheval s'est cabré. Il a été désarçonné. Je suis allé vers lui. Je me suis agenouillé à côté de lui et je lui ai tenu la main jusqu'à l'arrivée des autres. Il n'a plus jamais parlé. Il y eut un silence. « Vous vivez avec cela depuis 9 ans, dit Miss Marple. J'ai vécu avec ça. » Oui, et sa seigneurie. Elle se doutait de quelque chose. Elle s'en doutait toujours. Elle n'en parlait jamais. Elle avait érigé un mur autour du manoir et ne sortait plus. Nous vivions ensemble, elle et moi, comme 2 prisonniers. Elle savait que c'était moi qui l'a fait. Au fond d'elle, elle le savait. Et je savais qu'elle l'avait poussé à bout. Nous ne pouvions pas parler. Parler, c'était nous perdre tous les deux. Et en juin, M. Greaves a écrit sa lettre. Je l'ai lue. J'avais lu toutes les lettres qui lui étaient parvenues depuis 9 ans.
Je n'avais pas le choix. Je devais savoir ce qu'elle allait faire. Et quand j'ai lu sa lettre, quand j'ai vu qu'il avait ses anciennes lettres et qu'il proposait de les lui renvoyer, je me suis dit, elle va le faire maintenant. Elle va partir. Elle va le rejoindre. Elle va vivre après m'avoir tout pris. Et moi, les mains de Madame Pell se crispèrent sur ses genoux. Je ne pouvais pas le supporter. Vous avez donc pris la deuxième feuille. Je l'ai pris. Je l'ai brûlée. J'ai commencé à lui faire croire que c'était Mademoiselle Beak. Mademoiselle Beak qui ouvrait ses lettres. Mademoiselle Beak qui réclamait de l'argent. Mademoiselle Beak qui avait volé les papiers. J'ai falsifié la lettre à la banque. J'ai laissé les vieilles lettres de Greaves dans son étui la semaine dernière. Je les avais gardées toutes ces années, inspecteur, sans jamais oser les jeter. J'ai fait croire à madame que Mademoiselle Beak était son ennemie, pour qu'elle ne me regarde pas. Et ça a échoué, et ça n'a pas marché. Elle a rédigé son Nouveau Testament. Elle a écrit à monsieur Greaves. J'ai lu cette lettre aussi. Je l'ai postée moi-même, mais je l'ai d'abord lue dans la cuisine. Elle n'avait pas nommé le maître chanteur. Elle ne m'avait pas nommé. Mais elle comptait appeler la police. Elle comptait tout révéler. Et une fois que la police est arrivée, une fois qu'ils ont commencé à interroger une vieille gouvernante qui travaillait au manoir depuis 23 ans, j'ai su que je ne pourrais pas y survivre. Vous avez donc utilisé l'aconite. Je l'ai coupé la veille au soir. J'ai écrasé la racine, fine comme de la farine, et je l'ai mise dans un papier. Mardi matin, j'ai vidé l'eau des dahlias dans l'évier, et j'ai mis la racine écrasée dans le sucrier, sous le sucre neuf. Elle en prenait toujours 2 morceaux. Elle en avait pris 2 morceaux tous les jours pendant 30 ans. Elle se tut. Dehors, en cet après-midi d'automne, une grive chantait dans le jardin. « Madame Pell, » dit l'inspecteur, « je vais devoir vous demander de m'accompagner. » Elle se leva. Elle lissa sa robe noire. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle dans le salon, au bureau, aux chaises en chintz, à l'espace vide où se dressaient les dahlias. « Oui, monsieur, dit-elle. » Elle sortit du salon comme elle le faisait depuis 23 ans. Le dos haut et mince bien droit. Chapitre Queens. La chute du mur. Il y eut une enquête et un procès, au cours desquels Madame Pell plaida coupable sans présenter de défense. Condamnée à la pension. Sa peine fut commuée en prison à vie, en raison de son âge et de ses aveux. Golden Dowd, elle mourut finalement à l'infirmerie de la prison, au principe suivant, d'un refroidissement contracté dans la buanderie, et fut enterrée dans le cimetière de la prison. Miss Marple ne se rendit pas au procès. Elle était alors retournée à St. Mary Mead, où son jardin avait été quelque peu négligé pendant son absence, et où les travaux d'automne l'attendaient. Elle eut toutefois une dernière conversation avec l'inspecteur Quaid le matin de son départ de Hollowmere. Ils remontèrent ensemble l'allée, passèrent devant les grilles du manoir de Renford, jusqu'au coin où le mur s'incurvait vers le potager. « Ils sont en train de démolir le mur », a déclaré l'inspecteur. C'était vrai. 2 ouvriers, armés de maillets et de ciseaux, enlevaient les morceaux de verre qui recouvraient le haut du mur de pierre. Monsieur Wessex, qui avait finalement hérité du manoir, le Nouveau Testament ayant été contesté pour cause d'influence indue de Madame Pell, et l'affaire réglée à l'amiable par un partage généreux, avait ordonné que le verre soit enlevé et qu'une base grille en fer soit installée à la place d'une grande partie du mur. Il dit, remarqua l'inspecteur, que la maison a servi de prison bien trop longtemps. Il a tout à fait raison. Mademoiselle Marple, il y a une chose que j'aimerais encore vous demander. Quand avez-vous commencé à soupçonner Madame Pell? Je crois que c'était lorsque je suis entré pour la première fois dans le salon avec vous et que j'ai remarqué l'absence de fleurs. Cela m'a troublé. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Lady Esterley, voyez-vous, était célèbre dans le village pour ses fleurs. Toute la maison en était toujours remplie. Et pourtant, le jour de sa mort, dans son propre salon privé, rien. Cela me semblait étrange. Et vous avez associé l'absence de fleurs à... La question, inspecteur, est la suivante. Que devient l'eau d'un vase de fleurs empoisonné? Elle doit bien aller quelque part, dans l'évier, à la poubelle, et les tiges à la décharge. Alors je me suis dit que si je retrouve les dahlias, je trouverai peut-être aussi ce qui a été mis avec eux. Et Mademoiselle Beak?
Maselbeek était une femme dont la détresse était bien réelle. J'ai connu beaucoup de femmes angoissées dans ma vie, inspecteur. Il y a un regard particulier chez une femme accusée à tort, une sorte de désespoir, comme celui de quelqu'un qui ne peut prouver ce qu'elle sait être vrai. Maselbeek l'avait. Madame, non. Madame Pell avait le regard impassible, sombre et sans surprise de celle qui attend depuis longtemps le pire, et qui s'y prépare méthodiquement. Et M. Wessex? M. Wessex était un jeune homme endetté et charmant. Je ne pense pas qu'il ait été un meurtrier. Il n'était peut-être même pas un homme particulièrement bon. Mais le neveu endetté est si souvent suspecté dans ce genre d'affaires qu'il vaut mieux être prudent. L'inspecteur sourit. Vous êtes une femme très sage, Miss Marple. Je ne suis qu'une vieille femme, inspecteur. J'ai passé une grande partie de ma vie à observer la nature humaine à St. Mary Mead. Les gens sont sensiblement les mêmes partout, vous savez. Les noms changent, les maisons aussi, les vêtements. Mais les passions restent les mêmes, la jalousie, la solitude, l'amour malheureux, le désir d'être indispensable à quelqu'un. Madame Pell aimait Sir Henry, et elle ne pouvait l'avoir, alors elle l'a tué. Et ensuite elle a dû vivre avec les conséquences de son acte. Et quand finalement elle n'a plus pu le supporter, elle a tué, sa femme aussi. C'est une histoire triste. Toutes ces histoires sont tristes. Ils continuèrent leur chemin. Devant le portail du cottage de Dorothy, Miss Marple s'arrêta. « Inspecteur, il y a encore une chose. Mademoiselle Beek, que va-t-il lui arriver? Si j'ai bien compris, M. Wessex lui a octroyé une rente. Elle pourra rester au manoir comme gouvernante, à la place de Madame Pell, si elle le souhaite. Il a été très généreux. Je suis heureux. Il dit qu'il a beaucoup à se faire pardonner. » Miss Marple sourit doucement. « Nous en avons tous, inspecteur. Nous en avons tous. » Elle tendit la main, et l'inspecteur la serra chaleureusement. « Au revoir, Miss Marple. Au revoir, inspecteur. N'hésitez pas à venir me voir à St. Mary Mead si vous passez dans le coin. » Elle entra dans le cottage où Dorothy avait préparé le thé sur la table du salon. Un dernier thé avant le retour. Par la fenêtre ouverte parvenait le bruit des marteaux des ouvriers qui résonnaient sur les pierres du mur d'enceinte de Renford Manor. C'était un son très agréable, pensa Miss Marple en s'installant pour son thé. Le bruit d'un mur qui s'écroule. Le bruit d'une longue et triste captivité qui prend enfin fin. Elle versa le thé. Y ajouta 2 morceaux de sucre. Le remua doucement avec sa cuillère et contempla la lumière d'automne qui se reflétait sur la pelouse. Dehors, quelque part au bout du chemin, le merle chantait encore.